Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre dans cette édition. Voici les titres. Lomé renforce la médiation africaine pour la paix en RDC, une rencontre qui marque une étape importante dans les efforts africains pour favoriser le dialogue. Et puis le pape Léon XIV est en Espagne. Il plaide pour la justice envers les victimes d'abus. Voilà tout pour les titres. Les détails à suivre dans un instant. Bienvenue à tous. Le Togo poursuit son engagement en faveur de la paix sur le continent africain. Réunis à Lomé, les membres du Collège des facilitateurs de l'Union africaine ont adopté de nouvelles mesures visant à améliorer la coordination des initiatives de paix en République démocratique du Congo. Voici le point avec la télévision togolaise. Le Togo trace une ligne droite pour libérer l'Est de la République démocratique du Congo d'une catastrophe de plus d'une trentaine d'années. Le second semestre 2026 sera décisif dans le règlement de ce conflit. Les directives sont claires, les orientations stratégiques définies. Devant les différentes communautés africaines et les partenaires, le président du Conseil, Faure Eswatini Nsibe, médiateur désigné de l'Union africaine dans ce processus de paix, y est allé avec des propos évocateurs. Un simple coup de fil, parfois une information peut être très efficace si elle est donnée en temps utile. Ça évite la cacophonie. Parce que la cacophonie, c'est aussi ça qui nous décrédibilise parfois. Telle organisation dit ceci, l'autre dit le contraire finalement. Qu'est-ce que nous devons penser? Qu'est-ce que nous devons croire? Je ne suis pas sûr, je l'espère, que cette réunion suffira à aplanir toutes les difficultés. Mais je suis sûr qu'il y aura demain une amélioration. C'est nous qui devons dire, expliquer, démontrer que le Congo a son utilité dans la recherche de la solution. Les pays de la région ont leur utilité et que, à la fin, nous tous nous en profiterons. Mais tant que la satisfaction ou bien l'atteinte des objectifs de certains États, ou doit en même temps dire la souffrance des populations, nous n'aurons pas la paix. Et eux aussi, leurs objectifs ne seront pas atteints à long terme. Ils peuvent avoir des gains à court terme, mais à long terme, ça ne sera pas atteint. Cette petite communauté que nous constituons, l'Union africaine avec les organisations partenaires, avec les pays qui nous aident, nous devons maintenir nos efforts. Parce que si avec autant d'acteurs, nous ne trouvons pas de solution à ce problème, alors l'échec aussi sera collectif. Je peux vous dire au nom de la médiation des facilitateurs et à mon nom personnel que nous resterons toujours disposés. Au-delà de l'implication étrangère avec l'accord de Washington et le processus de Doha, un point demeure fondamental pour asseoir une paix durable dans cette partie du continent en proie aux violences sécuritaires, aux crises humanitaires et sanitaires. Privilégier les solutions africaines aux problèmes africains. Cette mission, nous l'avons dès le départ abordée avec beaucoup d'humilité. L'Union africaine s'est réorganisée. On a essayé de nous confier avec les facilitateurs la mission de donner un peu plus d'efficacité à cette médiation. Pour moi, cela veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes légitimes en tant que continent, en tant qu'organisation, à mener une médiation, ce n'est pas ce qui nous donne la crédibilité. Ce n'est pas ce qui fait notre pertinence. La légitimité, nous la devons quelque part à la géographie, à l'histoire et à l'architecture de paix et de sécurité sur le plan international. Mais la crédibilité, nous devons la conquérir. Elle n'est pas automatique. La pertinence aussi, nous devons la conquérir. Parce que, quoi que nous fassions, les conséquences de cette crise touchent en premier lieu les femmes, les hommes, les enfants de notre continent. C'est ce qui fait que nous devons tout faire pour trouver une solution à ce problème, ou en tout cas être utile et être efficace. La responsabilité première nous revient. Et pour avoir cette crédibilité, pour avoir cette pertinence, nous devons d'abord nous organiser.
Mais s'il n'y a pas une organisation, s'il n'y a pas une méthode, si nous-mêmes, nous ne démontrons pas quelle peut être notre utilité en dehors d'être des pays de ce continent, nous ne parviendrons pas à des résultats. Et pire, les bonnes volontés qui veulent nous aider, je pense aux Nations Unies, je pense à la MONUSCO, je pense à d'autres organisations, ne pourront même pas nous aider. Nous n'avons pas encore atteint la capacité optimale de résolution de la crise. Et je suis heureux parce que la présence de nos partenaires ici montre qu'il n'est pas trop tard. C'est désormais un impératif, semer les graines de la paix, donner de l'espoir aux populations à l'est de la RDC. Tous, dans un élan humaniste, adhèrent à cette vision de Fornia Simbé. À l'occasion de la Journée mondiale des océans célébrée chaque 8 juin, l'océanographe Christian Adier du Bénin souligne l'importance des océans pour le climat, la biodiversité et la vie humaine. Il appelle à réduire la pollution, notamment les plastiques, et à adopter des comportements responsables pour protéger l'écosystème essentiel. Suivons les précisions. C'est grâce à l'océan que nous avons de l'oxygène. Plus de 80% de l'oxygène que nous avons sur la planète vient de l'océan. D'accord? Donc l'océan est vraiment vital pour l'homme. Mais malheureusement, nous n'avons pas cette conception de l'océan, que c'est grâce à l'océan que nous existons. Imaginons qu'il n'y avait pas cette vaste étendue d'eau qui entoure la planète. Le continent va se réchauffer au point où personne ne pourra l'habiter. Je définis la pollution marine par la mauvaise gestion de nos déchets depuis les ménages. Depuis ta maison, quand tu gères mal tes déchets, la finalité de ce déchet-là, c'est le milieu marin. La poubelle que tu as à la maison, qui n'a pas par exemple de couvercle, et que le soir, les chiens errants font tomber la poubelle, alors les dégâts, le vent maintenant s'occupe des sachets et finalement ça finit en mer. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui a Paracou par exemple, qui se dit que lui il est loin de l'océan et qui n'a rien à voir avec la pollution marine, il se ment. Il jette un sachet, le sachet tombe avec le vent, va au niveau des plans d'eau, les plans d'eau aboutissent en milieu marin. Donc c'est comme ça, n'importe quelle distance où nous sommes sur le continent, nous impactons l'océan. Les crevettes qui ne mangent pas ça, d'accord? Tout ça, ça vient de l'océan. Mais on n'a pas cette conception de l'océan par rapport à ça. Et malheureusement, tous nos déchets finissent en milieu marin. Maintenant, quand c'est des microplastiques, c'est-à-dire des petits plastiques, très vite, les animaux les avalent. Et finalement, ça nous revient dans nos plats parce que ces poissons-là nous reviennent encore dans la sauce et nous les consommons. Vous voyez? Donc, on s'entretue. Si vous prenez également aujourd'hui la pêche industrielle, c'est à cause de la pêche industrielle même que les Nations Unies crient au secours. On a invité tous les pays côtiers du monde aujourd'hui à créer des aires marines protégées à hauteur de 30% d'ici 2030. L'intelligence artificielle et les plateformes numériques bouleversent l'accès à l'information en Afrique. Les régulateurs et spécialistes se sont réunis à Abidjan pour examiner les moyens d'encadrer ces nouvelles technologies tout en garantissant la liberté d'expression et l'accès à une information fiable. Voici les précisions. L'intelligence artificielle bouleverse déjà la production et la circulation de l'information dans le monde. C'est dans ce contexte qu'Abidjan a accueilli du 1er au 2 juin 2026 la deuxième conférence internationale conjointe du REFRAM et du REARC organisée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA. Pendant 2 jours, régulateurs, experts et représentants des grandes plateformes numériques ont réfléchi aux moyens d'encadrer l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux tout en préservant la liberté de communication. Un enjeu majeur pour un continent où l'usage d'Internet ne cesse de progresser. Selon les dernières estimations, l'Afrique compte plus de 300 millions d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Cette continuité dans l'engagement démontre que nos institutions ne sont plus de simples observateurs des mutations technologiques et numériques, mais des acteurs lucides, responsables et influents. À travers vos analyses, une conviction s'est imposée. L'intelligence artificielle et les réseaux sociaux constituent à la fois une promesse extraordinaire de progrès
et un immense défi civilisationnel. La régulation des plateformes numériques et l'encadrement de l'intelligence artificielle ont dominé les débats de cette conférence. Les experts ont alerté sur la montée des deepfakes et de la désinformation alors que plus de 570 millions d'Africains utilisent aujourd'hui Internet et que les réseaux sociaux sont devenus une source d'information majeure pour les jeunes. Dans l'espace numérique, le défaut de transparence sur les sources de contenu va au-delà de la question de l'anonymat. Les informations circulent dans cet espace. Ils circulent souvent de manière décontextualisée, de manière amplifiée, fragmentée ou carrément transformée. Il en résulte un rapport complètement altéré, et je dirais même perverti, un rapport entre visibilité de l'information et fiabilité de l'information. À travers cette conférence, l'Afrique entend renforcer sa voix dans les débats mondiaux sur la gouvernance du numérique. Les travaux ont débouché sur l'adoption de la déclaration d'Abidjan 2, une feuille de route visant à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle et à renforcer le dialogue avec les plateformes numériques. Et puis le pape Léon XIV est en Espagne au troisième jour de sa visite. Il a participé ce mardi à un grand rassemblement au stade du Real Madrid. Il a exhorté les évêques espagnols à œuvrer pour la vérité, la justice et la réparation en faveur des victimes de violences sexuelles, un fléau qui continue de marquer le pays. Suivons le reportage. Sous les applaudissements, Léon XIV fait son entrée au stade Santiago Bernabéu. Dans l'enceinte du Real Madrid, le souverain pontife assiste à un spectacle de danseurs mimant des actions de football. Le moment le plus léger d'une journée largement consacrée aux violences sexuelles dans l'église catholique. Pendant plus d'une heure, Léon rencontre à huis clos 6 victimes de ces abus, en leur promettant, selon le Vatican, des efforts supplémentaires sur le sujet. Un entretien qui a suscité la colère de certains groupes de victimes qui se sont dit écartés de la discussion. D'après un rapport, plus de 200 000 mineurs ont subi des agressions sexuelles de la part du clergé en Espagne. Face aux évêques du pays, le pape affiche sa fermeté. Face à ce fléau, la communauté ecclésiale est appelée à répondre par l'écoute, la vérité, la justice, la réparation et un engagement toujours plus déterminé en faveur de la prévention et d'une culture de la bienveillance. Plus tôt, Léon a prononcé un discours devant le Parlement espagnol, une première pour un pape, l'occasion de demander aux députés de réserver un accueil respectueux aux exilés. Le drame tragique de la migration interpelle aujourd'hui la conscience des nations et les fondements éthiques de l'ordre international. Un discours suivi par Pedro Sánchez qui a récemment lancé un plan de régularisation de sans-papiers. Le Premier ministre socialiste a sans doute moins apprécié l'appel du pape à protéger la vie de sa conception à son déclin naturel, une charge à peine voilée contre l'avortement et l'euthanasie, tous deux légaux en Espagne. Ce mardi, Léon poursuit sa visite à Barcelone. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes. Flash.